comment s'est construit l'antisémitisme. C'est une question plutôt complexe puisque l'histoire de la haine des Juifs a commencé il y a des siècles. Le discours antisémite repose sur différents mythes plus ou moins connus. Dans cette vidéo, on va traverser les siècles de l'Égypte antique à la création de l'État d'Israël pour comprendre d'où viennent ces clichés qui collent au peuple juif et comment s'est construite cette légende, le mythe du complot juif. Même si la nature de l'antisémitisme a évolué selon les périodes, le peuple juif est quasi systématiquement désigné comme la cause de tous les maux et de tous les échecs de notre société. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les toutes premières traces écrites de cette haine des Juifs remontent à l'Égypte antique et on les doit notamment à un certain Appion. C'est le directeur de la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, mais c'est aussi l'un des premiers anti-juifs de l'histoire. Il écrit des textes dans lesquels on retrouve des mythes anti-juifs qui vont traverser les siècles. Les Juifs seraient misanthropes, hypocrites et auraient pour objectif de détruire l'Égypte. C'est eux qui seraient derrière la chute du pays aux mains des Perses, des Grecs et enfin des Romains. Appion colporte aussi une thèse qui sera réutilisée plus tard par les chrétiens, la Russie tsariste, puis les nazis. Le mythe du sacrifice humain. Comme les Juifs sont les seuls à cette époque à croire en un seul Dieu, les populations polythéistes fantasment un peu sur cette religion différente de la leur. Et une rumeur commence à circuler. Les Juifs enfermeraient des païens dans leur synagogue pour les engraisser et les tuer lors de la Pâque afin d'utiliser leur sang dans le pain adim. Au tout début du premier millénaire, ces théories antisémites attisent des tensions communautaires et des Juifs finissent par être tués et pillés par des Grecs d'Alexandrie. Ce sont les premières traces historiques de violences anti-juives qu'on appelle aussi pogroms. Au début, le judaïsme et le christianisme sont assez similaires. Ils partagent les mêmes textes, la même langue, les mêmes lieux de culte et ils croient au même Dieu. La seule différence, c'est que les Juifs ne reconnaissent pas en Jésus le Messie envoyé par Dieu. Jésus qui était lui-même juif. Pour attirer de nouveaux fidèles, le christianisme doit donc se différencier du judaïsme. Et pour ça, il va créer de nouveaux mythes anti-juifs. Et l'un des tout premiers, c'est le fameux mythe du peuple déicide. Selon le Nouveau Testament, Jésus a été dénoncé par l'un de ses apôtres, Judas. Et si le traître s'appelle Judas, ce n'est pas par hasard. Judas, judaïsme. Judas désigne donc les Juifs, le peuple qui a tué Jésus, l'incarnation de Dieu sur terre. C'est avec les premières croisades qu'on assiste à un véritable basculement. Pour rappel, le but des croisades, c'est de reprendre Jérusalem tombée aux mains des musulmans. Pour ce faire, l'Église donne pour la première fois l'autorisation de tuer. Si c'est pour le salut du christianisme, faire couler le sang n'est pas considéré comme un péché. Le but pour les croisés est donc de supprimer tout ce qui n'est pas chrétien. Et sur la route en direction de Jérusalem, des communautés juives se font tout simplement massacrer et piller. C'est la première grande vague de violence contre les Juifs en Europe. Cette haine des Juifs est nourrie par différents mythes, comme celui du peuple déicide ou du crime rituel qui font leur comeback, mais on les accuse aussi d'empoisonner des puits et de profaner des hosties. À cette époque, rien ne permet de distinguer un juif d'un chrétien. Ils parlent la même langue et s'habillent exactement de la même manière. Du coup, on va inventer de toutes pièces une image du juif. Avec un nez crochu ou pointu, ils sont souvent plus petits ou avec une peau plus mate. Ils peuvent aussi être représentés avec des pièces d'argent ou avec un chapeau pointu. Alors ce lien juif-argent ne vient pas de nulle part. Il découle du fait qu'ils n'avaient le droit de faire que très peu de métiers, comme prêteur d'argent ou collecteur de taxes, des métiers interdits aux chrétiens car considérés comme impurs. Ce stéréotype deviendra l'un des préjugés anti-juifs les plus tenaces à travers les siècles. Ces distinctions iconographiques prennent ensuite forme dans la vraie vie. On impose aux juifs le port d'un signe vestimentaire. C'est un peu l'ancêtre de l'étoile jaune. Il y a ce cercle jaune en Italie qu'on appelle la rouelle, les deux bandes blanches en Angleterre et le chapeau conique en Allemagne. Dès la fin du XIVe siècle, les Juifs ne sont plus vraiment les bienvenus dans une partie de l'Europe et sont tout simplement chassés. Ils se réfugient alors principalement dans l'est de l'Europe, aux Pays-Bas et en Espagne. Là-bas, l'Église arrive à convertir une grande partie de la population juive. Seuls 20% conservent leur religion. Mais devenir chrétien ne suffit pas pour enfin être reconnu comme un vrai citoyen. Pour différencier les Juifs convertis des vrais chrétiens de souche, on trouve une nouvelle excuse. Des villes espagnoles adoptent l'une des premières lois raciales de l'histoire, la loi de pureté de sang. Selon cette loi, tout chrétien ayant des origines juives ou musulmanes a du sang impur dans les veines. C'est notamment dans le but de traquer ces juifs convertis que l'Inquisition espagnole voit le jour. Pour finir, les juifs sont tout simplement expulsés d'Espagne.
Avec la révolution industrielle, l'association Juif-Argent fait un retour en force. Le juif est désormais le symbole de la société capitaliste qui s'enrichit en exploitant les travailleurs. Un mythe qui se cristallise notamment autour de la fameuse famille Rothschild et de nouvelles caricatures qui reprennent d'ailleurs les stéréotypes développés pendant le Moyen-Âge. Au même moment, des théories racistes se développent sur la base d'arguments biologiques et un nouveau mythe fait son apparition, la hiérarchisation des races. Tout en bas de l'échelle, on aurait les Noirs, suivis de près par une nouvelle race qui sort de nulle part, les Sémites, et tout en haut, les Aryens. C'est comme ça que le terme antisémite commence à être utilisé en Europe. L'antisémitisme devient alors un argument politique populiste, utilisé un petit peu à toutes les sauces selon notre bord politique. Le juif incarne soit le capitalisme, soit le communisme. Et ces discours politiques sont alimentés par un tout nouveau document qui prouverait l'existence d'un complot mondial juif, le protocole des sages de Sion. Il se présente comme un plan de conquête du monde établi par les juifs et les francs-maçons. Un texte qui a été fabriqué de toutes pièces par la police du Tsar en 1903. Mais même complètement faux, ce document est utilisé comme argument antisémite dans toute l'Europe et finit même par se retrouver entre les mains d'un certain Adolf Hitler. Avec son arrivée au pouvoir en 1933, l'antisémitisme devient la doctrine officielle de l'État allemand. Les nazis font une sorte de synthèse de tous les arguments anti-juifs depuis l'Antiquité pour légitimer leur idéologie. L'antisémitisme est alors poussé à son extrême jusqu'à atteindre pour objectif de supprimer le peuple juif. 6 millions d'entre eux seront tués. On pourrait imaginer qu'après les horreurs de la Shoah, les violences contre les Juifs se font plus rares. Mais étonnamment, ce n'est pas vraiment le cas. Le retour des survivants des camps de concentration et leur volonté de récupérer leurs affaires est mal perçu par la population. Comme par exemple dans la ville de Kielce, en Pologne, où 42 Juifs sont tués en 1946. Face à cet accueil mitigé, de nombreux Juifs décident de se réfugier en Palestine. La création contestée de l'État d'Israël en 1948 marque un tournant dans la nature de l'antisémitisme. Le discours antisioniste, qui s'oppose à la création d'un État hébreu, est utilisé par certains comme un argument antisémite camouflé. Certains leaders des pays arabes fédèrent leur peuple contre Israël en récupérant d'anciens mythes antisémites, comme le protocole des sages de Sion. En Égypte, les Juifs sont par exemple accusés d'être la cause du malheur du pays. Mais alors, attention, on ne peut pas résumer l'antisionisme à de l'antisémitisme. Déjà, la définition de l'antisionisme peut être très large. Selon l'International Holocaust Remembrance Alliance, cette notion va de la simple remise en question de l'idéologie du mouvement national juif et du droit d'exister de l'État d'Israël à son rejet pur et simple. Mais critiquer le gouvernement israélien ne peut pas être considéré comme de l'antisionisme. Et toutes les positions antisionistes ne sont pas forcément antisémites. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est qu'encore aujourd'hui, la montée des violences en Israël-Palestine a des répercussions sur l'augmentation des actes antisémites ailleurs dans le monde.